Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zéna TV, la chaîne de la diaspora. C'était un entretien spécial. Vous le savez, comme toujours, très difficile pour nous ici d'avoir des acteurs directs impliqués dans la vie politique congolaise. Aujourd'hui, nous avons un homme, sur le président du PRN. Il est en séjour à Paris. Il était nécessaire pour nous, Zéna TV, de le rencontrer, de savoir, lui, aujourd'hui, que pense-t-il de la situation actuelle. Vous savez que le Congo est en crise depuis quelques mois, voire même quelques années. Le pays est déjà en situation de faillite. On se rend compte aujourd'hui. La communauté internationale nous regarde et on ne sait pas comment cela va se terminer. Mon invité, mesdames et messieurs, c'est M. Mathias Ndon. Monsieur Ndon, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir ici à Paris. On vous a souvent eu au téléphone sur Zéna TV. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir dans cet entretien spécial, d'essayer d'ouvrir en fait avec vous ce livre Congo par rapport à son histoire récente et actuelle. Mathias Ndon, le pays est en crise. Vous-même, vous n'avez cessé de le dire lors de vos conférences de presse chez vous. La communauté internationale nous regarde, vous aussi en tant que leader politique. Quelle est déjà votre lecture? Aujourd'hui, nous sommes quasiment quelques années après la crise référendaire jusqu'à ce jour, et aussi à quelques jours de la fête nationale du Congo. Quelle est la lecture qui est la vôtre de la situation actuelle, Mathias Ndon? Il faut la résumer en un seul mot. C'est une catastrophe nationale. Lorsque la crise atteint tous les secteurs d'un pays, ça devient une catastrophe. Vous savez que la crise atteint le secteur politique. Nous vivons dans un état de siège qui ne dit pas son nom. Vous savez que la région de Pôle est occupée. Toutes les régions du Congo sont occupées militairement. Et la présence militaire a été renforcée dans les deux grandes villes du pays, à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est véritablement un état de siège. Quand le pays est en état de siège, c'est une catastrophe. Alors, sur le plan économique, la crise est encore beaucoup plus grave, vous savez, avec la baisse du prix du pétrole, avec tout ce qui en est suivi, une mauvaise gestion des réserves de l'État et tout ça. En ce moment, il y a une contraction jamais vécue dans notre pays, contraction économique. Et on peut vous dire que, par exemple, le port de Pointe-Noire a perdu 40% de ses activités. Or, un pays comme le nôtre, c'est un monoproduit. Le commerce extérieur, c'est un indicateur important de la situation économique. Des entreprises parapétrolières ferment à tout le bras, des entreprises de BTP ferment à tout le bras. Il y a des licenciements importants dans ces entreprises-là. Donc, ce qui vient accroître la crise sociale. L'État est quasiment en cessation de paiement. D'ailleurs, il y a une agence de notation internationale qui vient de déclarer le Congo à défaut de paiement partiel. Donc l'État est quasiment en cessation de paiement. Vous savez très bien que depuis janvier, les étudiants congolais résidant à Brazzaville n'ont jamais perçu leur bourse. Les retraités de l'État congolais depuis 4 mois n'ont pas perçu leur pension. Et les salaires des agents de l'État sont payés de manière absolument... Comment on peut appeler ça? C'est une véritable gymnastique. On ne sait pas comment ça se passe. Alors que notre pays a engagé d'énormes ressources de 2003 à 2014. Puisque notre production pétrolière a excédé les 100 millions de barils par an. Et le prix du baril du pétrole est passé à plus de $100. Malgré toute la gymnastique qui a été faite sur la décote, sur les précautions, pour soutirer l'argent pour d'autres moyens. Mais quand même, on a eu beaucoup de revenus. Et de 2003 à 2014, il y a eu des excédents budgétaires. Aujourd'hui, on peut totaliser à 14 000, d'après nos calculs, 14 000 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire les évalue à 12 000 milliards de francs CFA, mais nous sommes à 14 000 milliards de francs CFA. Mais cet argent, puisque c'est les excédents, ça veut dire, lorsque vous avez dépensé tout ce que vous avez comme revenu, le revenu non utilisé, on appelle ça excédent, parce que non affecté. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Non seulement depuis 2003, on n'a jamais réintégré un seul excédent au budget. Parce que c'est ça, lorsque vous regardez les ressources, vous faites votre budget futur, on doit intégrer ce qui est resté du budget antérieur. Mais ça, au Congo, on n'a jamais fait. Aucun collectif n'a été fait pour ça. Et ensuite, on doit retrouver ça, soit dans le système bancaire, soit sur le marché financier international. Mais sur le système bancaire congolais, il n'y a rien. Rien du tout. Le marché financier international, on en parlera. Le marché légal, il n'y a rien. Mais dans les paradis fiscaux, on va en parler tout à l'heure. Reprenons d'abord avec le système financier, le système bancaire international. La banque de l'État, c'est la banque de l'État d'Afrique centrale, la banque centrale. L'État a des comptes là-dedans. Il existe un compte qu'on appelle le compte de stabilisation des recettes budgétaires, mais qui n'a jamais pu évoluer, qui n'a jamais enregistré les excédents budgétaires. Et lorsque le débat s'est
et poursuivi, on a ouvert un compte de réserve pour les générations futures. Mais aujourd'hui, le compte de stabilisation a moins de 100 milliards de dollars de francs CFA. Et le compte de réserve pour les générations futures est à moins de 1000 milliards de francs CFA. Faites l'addition. Si vous prenez, arrondissons même que c'est 1500 milliards. Vous faites 14 milliards, 14 000 milliards moins 1500 milliards, il reste quand même 12 500 milliards. Donc il faut retrouver les traces. C'est parti. Alors maintenant on apprend petit à petit, puisque on sait maintenant que dans les livres de Panama, là-bas, oui, on retrouve les noms de nombreux Congolais. Alors, on reviendra maintenant sur cet aspect lié à l'économie ou surtout à la finance internationale, par rapport à la communauté internationale. J'aimerais bien avec vous aborder le volet politique, puisque vous avez commencé votre propos par rapport à la politique. Alors, vous-même, vous n'êtes pas un nouveau-né dans cet univers politique, vous avez occupé de votre fonction. Aujourd'hui, le pays connaît des difficultés énormes, on se dit que les politiques ne se parlent pas. Quelle est l'origine, en fait, de cette crise aujourd'hui, dont on a du mal, en fait, à s'en sortir? Mais c'est l'absence de dialogue politique dans le pays. Vous savez, nous avons toujours demandé que pour qu'on sorte de la situation difficile d'aujourd'hui, il faut que les politiques se parlent. Se parler, ce n'est pas n'importe comment. Il faut que les gens s'asseyent. Regardez, je vais vous prendre en référence la grande messe de 91, lorsque nous sommes retrouvés en conférence nationale. Vous avez vu, les Congolais se sont libérés, ils ont libéré leur expression, chacun a dit ce qu'il pensait. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas eu de bagarres, il n'y a pas eu de déchirement. Nous nous sommes concentrés à adopter des résolutions qui me semblaient être des résolutions très judicieuses jusqu'au jour qui gardent leur actualité. Mais depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'est fini. Il n'y a plus jamais eu ce dialogue-là. On parlera du dialogue de Sibiti, d'Evo, Brazzaville. C'est pas des dialogues, c'est pas des dialogues, c'est pas des dialogues. On est dans le véritable monoparti. À Evo, qu'est-ce qui s'est agi? Bon, il fallait faire plaisir. Le président de la République avait besoin de la commission de dit nous dialoguons. Mais les documents étaient préparés par le ministre de l'Intérieur. En fait, on est parti suivre le ministre de l'Intérieur qui est venu exposer le point de vue de la présidence et puis on a dit Amen. Tunisie, c'est exactement la même chose. Sibiti, c'est encore pire, c'est un monologue, puisqu'il n'y a pas eu opposition là-bas. Encore quand il voyait à Sibiti, à Tunisie, bon, quelques partis de l'opposition étaient partis. Mais à Sibiti, il n'y a eu aucun parti de l'opposition. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons dit qu'il faut organiser un dialogue alternatif pour montrer que dans ce pays, il n'y a pas seulement une seule voix, il y en a plusieurs. C'est le dialogue de Diatta à Brazzaville, dialogue alternatif. Donc, par conséquent, ces dialogues ne comptent pas. Ce qu'il faut, c'est des dialogues qui mettent tout à plat, qui examinent la situation du pays, chacun avec son âme, chacun avec son cerveau et chacun avec sa pensée, son intelligence, dit moi, voilà ce que je pense. Et à la fin, nous faisons la synthèse, on sortira ce qu'il y a de mieux. Alors, quels sont les problèmes politiques dans notre pays? Nous avons un président qui a déjà fait 32 ans à la tête de l'État congolais, qui a cassé tous les ressorts du dynamisme politique. Vous savez que le politique n'existe que par l'alternance. Alors, pour ça, quelle est la mécanique? C'est l'élection. Mais l'élection doit être, pour qu'il y ait alternance, l'élection doit être libre, transparente, pour que le meilleur gagne. Et c'est les Congolais qui doivent avoir la liberté de choisir leurs dirigeants. Le meilleur, selon eux, même si ce n'est pas bon, mais c'est les Congolais qui l'ont choisi. Or, ça n'existe pas dans notre pays. Voilà l'origine de la crise. Alors, ce qui a aggravé la crise, c'est quoi? C'est l'entêtement résolu de Denis Sassou Nguesso de demeurer absolument au pouvoir. La constitution de 20 janvier 2002 était très claire. Le président est élu pour un mandat de 7 ans. Il est rééligible une seule fois. Et l'article 185, alinéa 3 dit, quand il a fini son deuxième mandat, il ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. Or, Denis Sassou Nguesso, puis qu'on ne sait pas quel oiseau, dit non, moi j'ai fini mon deuxième mandat, c'est vrai, mais moi il me faut un troisième mandat. Troisième mandat, pourquoi? On espère qu'on en parlera. Alors, troisième mandat, pourquoi faire? Il faut un troisième mandat. Mais constitutionnellement, il ne peut pas. Il est bloqué. Je pense qu'il y a eu quand même des joyeux de mauvais augure qui lui ont dit, bon, pourquoi pas casser la Constitution? Et c'est ce qu'il a fait. Il a cassé la Constitution le 20 janvier qui le bloquait pour ne pas avoir un barrage devant lui et s'offrir une nouvelle Constitution. C'est ce que nous avons appelé le coup d'État constitutionnel du 25 octobre. Et c'est comme ça
qu'il a fait un faux référendum, alors qu'il y a eu une forte abstention de plus de 95% des Congolais. Mais il a quand même proclamé que les Congolais avaient approuvé la Constitution. Maintenant, il va y avoir deux référendums. Le premier, la question qui a été posée par lui, suggérée par sa Cour constitutionnelle, c'est oui ou non, vous voulez qu'on change de Constitution. Bon, d'après lui, les Congolais ont dit oui, alors que les Congolais ont dit majoritairement non. Bon, il a proclamé que c'était oui. Mais il fallait aller au deuxième référendum. Parce que ce texte de la Constitution, les Congolais n'ont pas lu la nouvelle Constitution. Ça n'a jamais été distribué, ça n'a jamais été discuté. Et c'est en ce moment qu'il fallait publier la nouvelle Constitution, dire aux Congolais, voilà la Constitution que je veux qu'on applique, et si vous êtes d'accord avec ça. Et on allait au deuxième référendum. Oui ou non, nous approuvons ce nouveau texte de la Constitution. La pire qu'on ait connue, même à travers le monde. La nouvelle Constitution du 6 novembre. Donc voilà. Et ça a aggravé la crise. Ça, c'est un coup d'État pur et simple. Il n'est pas militaire, mais un coup d'État constitutionnel. Mais non seulement ça, mais il savait très bien que son mandat s'est terminé le 12 août 2016. Donc dans 3 jours. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il ne faut pas attendre, aller aux élections anticipées. Il organise donc une élection présidentielle anticipée en toute illégalité, puisqu'il n'y a aucune loi qui l'autorise à convoquer l'élection. Et même lui-même s'est situé dans une position difficile. Parce que lorsque vous cassez une constitution, toutes les institutions attachées à cette constitution sont dissoutes, y compris l'institution président de la République. Donc en honnête homme, tout ce qu'il avait à faire, c'est de dire je démissionne. Et s'il avait démissionné, ça aurait atténué la crise. En ce moment-là, on avait une compétition saine. Il n'a pas démissionné, il a organisé des élections comme il a pu, mais simplement pour lui. Pour lui. Il faut voir comment ça s'est passé. Ce n'est même pas une élection. Les autres candidats n'avaient pas le droit de faire une campagne normale. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des représentants en nombre suffisant dans les bureaux de vote. Et il fallait seulement faire une démonstration de ça. Et à la fin, il est sorti, il a dit, bon voilà, moi j'ai gagné. Alors que logiquement, on le donne 4e ou 5e à l'élection. Mais il a proclamé qu'il était élu. 62,19%. Et nous avons appelé ça le deuxième coup d'État de Denis Sassou Nguesso, c'est le coup de force électorale. Puisque sans gagner, il a proclamé qu'il a été élu. Mais pour préparer ça, c'est là d'où vient l'état de siège. Il fallait occuper le pays militairement pour taper sur tout ce qui bouge. Bon, ce qui est dommage, c'est que la communauté internationale a vu ça, a laissé faire, malgré toutes les protestations et tout ça. Et certains même n'ont pas été à la hauteur des missions qui leur avaient été assignées dans notre sous-région, dans notre pays, qui sont venus pour tenter de faire un peu leur affaire de l'opposition, mais en réalité, ils n'ont pas été à la hauteur de cette mission-là. Alors, on comprend très bien que la communauté internationale a une place très importante dans cette crise. Revenons déjà sur l'aspect local. Vous, aujourd'hui, vous étiez un FOCAD, vous n'êtes plus, et le FOCAD a été créé pour favoriser l'alternance et le non-changement de la Constitution. Or, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre petite histoire, c'est que le changement de la Constitution a eu lieu, l'alternance n'a pas non plus eu lieu, et finalement, cette organisation, ce groupement de l'opposition n'a plus sa raison d'être. Est-ce que ce qui justifie le départ qui est le vôtre, notamment du collectif des partis d'opposition qui était au sein du FOCAD? Et pas seulement le fait que l'objet n'existe plus, mais il y a un problème très grave. Nous avons créé le FOCAD, c'était pour défendre l'ordre constitutionnel, la refondation de la gouvernance électorale en vue de l'alternance démocratique. Voilà l'objet du FOCAD. Mais avec tout ce que vous connaissez dans notre pays, l'addiction à l'argent, la corruption, les manœuvres, etc., mais beaucoup des cadres du FOCAD se sont déclarés candidats à l'élection présidentielle. Nous pensons que c'est en déclaré candidat à l'élection présidentielle, ceux qui sont partis à l'élection, non seulement ils ont validé le changement de constitution, ce qui est contraire à l'esprit du Diata, ils ont validé le troisième mandat que Denis Sassou Nguesso recevait, ce que la Constitution de 20 janvier lui refuse, que nous ne voulions pas qu'il ait. Il a fini de qu'il parte. Et ensuite, ils ont foulé au pied nos morts. La conscience de tous ces jeunes-là, ces jeunes combattants, tous ces jeunes militants qui ont perdu de leur vie, notamment le 20 octobre. Nous avons compté quand même plus de 26 morts, plus de 75 blessés graves dans les hôpitaux de Brazzaville et Pointe-Noire. Des disparus, n'en parlons pas.
Alors, aller à l'élection, c'était simplement accompagner Sassou vers son troisième mandat, le triomphe de son idéal. C'est la raison pour laquelle nous pensons que, en agissant ici, le FOCAD n'a pas joué son rôle. Il s'est renié. Il s'est renié, mais nous ne pouvions pas, nous, en tant que principal composant de FOCAD, nous renier à ce point. C'est la raison pour laquelle non seulement nous avons refusé d'aller aux élections, pour garder nos positions de principe et continuer le combat, mais en même temps, c'est pour respecter la mémoire de nos jeunes qui sont tombés au champ d'honneur et en même temps, servir de base pour une refondation de l'opposition qui soit solide et qui poursuit le combat jusqu'à ce que cette situation aboutisse. Pourquoi vous n'avez pas demandé plutôt la dissolution du FOCAD, puisque vous êtes membre, au lieu de partir? Puisque sommes obligés, et ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, ça ne tient plus. Ça ne sert à rien, puisque nous sommes partis. Vous savez très bien qu'il n'en reste rien. Nous sommes partis, et les jeunes partis qui étaient là viennent de partir aussi, viennent de former ce qu'on appelle le Rassemblement de l'opposition congolaise d'Europe. Qu'est-ce qui reste encore du FOCAD? C'est devenu une coquille vide qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, le pouvoir s'en sert. Lorsque Batili vient à Brazzaville, le pouvoir leur recommande d'aller discuter avec les gens de FOCAD. Mais l'opposition combattante, la vraie opposition, ça se dit non, il ne faut pas aller toucher ces gens-là. Voilà la situation. Est-ce que l'arrivée ou l'alliance avec l'IDC a fragilisé le FOCAD dans ces bases que vous avez évoquées, puisque ceux qui constituent l'IDC, c'était des gens qui avant étaient, qui étaient encore, même jusqu'à aujourd'hui, dans la majorité présidentielle? C'est un facteur. Moi, je l'ai toujours dit, c'est un facteur. Parce que nous n'avons pas... En fait, nous avons accepté l'IDC, l'Alliance, parce que c'était sur l'objet. Ces gens de la majorité présidentielle sont venus avec nous pour dire, oui, nous sommes respectueux de l'alternance démocratique, nous sommes respectueux des institutions, donc du non-changement de la Constitution. Mais, puisqu'ils étaient d'accord avec nous, dire, bon, donc on peut faire un bout de chemin ensemble. Voilà comment on a signé un accord de partenariat avec eux. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi je regrette qu'on ait signé cet accord-là. On aurait pu seulement dire, faisons des actions communes lorsque ça correspond à nos intérêts. Donc, ce n'était pas le bon allié pour vous, l'IDC, dans ce combat, notamment pour l'alternance et le changement de la Constitution? Je ne crois pas du tout. Ça s'est bien passé à Diatta, mais après, mon vieux, on a vécu des expériences tout à fait malheureuses avec l'IDC. Si c'est à le refaire, nous ne le referons plus au niveau du collectif. Alors, aujourd'hui, vous avez bien compris qu'au sein du FOCAD, les gens sont partis, vous avez dit, pour accompagner Sassou. L'IDC a aussi eu ses candidats. Est-ce que l'opposition n'a pas une responsabilité dans la crise actuelle? Dès l'instant où nous n'avons pas respecté rigoureusement les dispositions que nous avons prises à Diatta, parce qu'à Diatta, nous avons pris ces résolutions et nous étions prêts à aller au-delà, notamment dans l'application de la paix de Diatta. On a commencé d'ailleurs. Nous avons lancé le mot d'ordre de ville morte, c'était pour commencer l'application de la paix de Diatta. Créer un nouveau rapport de force pour que le pouvoir puisse en tenir compte que nous arrivions à un vrai dialogue. Oui, il ne faut pas refuser, il faut avoir une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que nous n'avons pas été capables de maintenir le FOCAD dans sa trajectoire. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien à faire, ce FOCAD-là. C'est à quoi? Puisque ceux qui sont partis aux élections ont refondé la constitution de Sassou. Donc là, une nouvelle constitution est en cours, même si elle est illégale. Mais quel est l'objectif du FOCAD? Il n'y a plus rien. Voilà pourquoi nous avons décidé de quitter l'IDC. 1, pour respecter nos principes. Et 2, pour éviter la confusion qui règne actuellement au Congo. Les gens parlent au nom du FOCAD, l'IDC, comme étant des opposants et tout ça. Non, écoutez, il y a quand même des limites dans certaines prétentions. On ne peut pas se permettre de faire ça. Voilà pourquoi nous avons cherché la clarté en disant non, nous nous retirons. L'idée, le collectif aujourd'hui est une plateforme tout à fait indépendante. S'il y a des partis d'opposition ou des individualités, des personnalités autonomes qui veulent continuer le combat avec nous et qui disent nous pouvons avoir des accords de partenariat avec le collectif, nous pouvons faire un bout de chemin avec le collectif, mais alors le choix sera très rigoureux. Très très rigoureux parce que nous ne voulons plus ce type de trahison. On n'en veut plus avec nous. Vous parlez du dialogue tout à l'heure, en entrée du jeu. Aujourd'hui, on voit très bien que ce dialogue, vous l'avez demandé, le pouvoir de Brazzaville a souvent hésité, aujourd'hui encore traîne un peu le pas.
quel sera l'objectif, puisque en France on vous dit que ça ressemblerait soit à une conférence nationale bis, où les gens viendront déverser leur billes et à la fin s'attaquer à un homme, Denis Sassou Nguesso, ou encore remettre à plat toutes les institutions, alors qu'aujourd'hui les hommes qui sont là disent que nous en sommes dans l'élection, on a de nouvelles institutions, donc il faut d'abord les reconnaître si vous voulez peut-être qu'on discute d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est difficile. On ne peut pas nous demander de reconnaître ce qui est illégal et ce qui est illégitime. Ce serait notre part contre notre peuple. Ça, nous ne sommes pas prêts à faire ce pas. Par contre, nous considérons aujourd'hui que les institutions actuelles sont des institutions de fait. Voilà pourquoi nous avons proclamé que le président Denis Sassou Nguesso, par son illégalité, par son illégitimité, est un président de fait. Mais puisque le fait existe, discutons pour normaliser la situation de notre pays. Discuter, c'est le dialogue que nous proposons. Ce n'est pas du tout une conférence nationale. Le dialogue que nous proposons, il se fonde également surtout sur la refondation de la gouvernance électorale, pour qu'il y ait de meilleures élections chez nous. Mais pour ça, nous proposons, parce que le gouvernement actuel, les institutions actuelles étant illégales, n'ont pas compétents pour gérer toutes les décisions qui sortiraient du dialogue. Il faut un gouvernement qui gère les décisions qui sortiraient du dialogue. C'est un gouvernement de transition. Nous proposons donc un gouvernement de transition. Et nous proposons même une assemblée de transition. Une assemblée de transition, une assemblée constituante qui va venir légiférer sur les affaires de la transition. Et ensuite, la constitution du 20 janvier a été abolie par Denis Sassou Nguesso. Celle de 6 novembre est une constitution illégale qui n'a jamais été votée par les Congolais. Donc le Congo n'a plus de constitution aujourd'hui, en réalité. Alors, il faut se donner au pays un texte de référence. Et ce texte de référence, nous avons appelé ça la charte de la transition. La charte de la transition qui va être le concentré des règles légales sur lesquelles tout le monde va travailler, tout le monde va se référer, et à partir de là, nous refonderons l'ordre politique dans notre pays. Une transition qui va durer combien de temps? Bon, 12 à 2 ans, c'est tout à fait nécessaire. Et 12 mois à 24 mois. Et qui conduirait cette transition? Mais c'est très simple. Nous avons dit qu'il y a un président de fait, Denis Sassou Nguesso. Il resterait toujours président de fait pendant la période de transition. Et nous allons désigner, pour faire l'équilibre au sein des forces de l'opposition, un Premier ministre qui va gérer la transition. Alors, parler de Premier ministre au sein des forces de l'opposition, or on sait quand même qu'aujourd'hui, la voix de l'opposition est quasiment disparate. Qui aujourd'hui porterait ce leadership en fait au sein de l'opposition? Mais il y a des conditions, il y a des conditions qui seront mises en place, il y a des critères qui seront définis de commun accord avec le Premier ministre de transition. Voilà les critères qu'il faut respecter. Mais celui qui ne respecte pas ces critères, on ne le prendrait jamais. On définira ensemble les critères pour choisir le Premier ministre de transition, qui soit un homme capable, non seulement par sa compétence, par son expérience et par sa personnalité pour faire face aux monstres que nous avons en face de nous. Vous êtes quelqu'un qui a toujours dit non à Sassou, depuis toujours. Toutes les élections, vous n'avez pas voulu aller, vos copains sont allés, mais vous êtes resté dans votre position. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez vous-même dans cet avis du Premier ministre de la Transition? Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des conditions du dialogue. Si le dialogue estime que c'est donc, bon, vous n'avez pas le choix, les critères, les voilà, vous répondez à ces critères-là, et pourquoi pas. Mais si on dit, c'est pas moi, quelqu'un d'autre qui répond même critères en disant, bon, écoutez, il vaut mieux changer une pointure de moins de calibre, on le prendra, il n'y a pas de problème de ce condition. Ce que nous voulons, c'est de sortir de la crise actuelle. On va sortir de la situation actuelle et faire face à Denis Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur, c'était un véritable jongleur. Il faut quelqu'un qui le connaisse et qui sache très bien jouer le jeu. En tout cas, nous définirons les critères qui conviennent pour ça. Qu'est-ce que vous direz au PCT, qui est le parti de la majorité présidentielle, le parti du président lui-même, qui est plus ou moins réfractaire à cette idée de dialogue telle que vous l'envisagez? Mais il faut les comprendre. Regardez en 1993, quand nous sommes allés aux élections législatives sur des bases saines, transparentes, le PCT a eu 6 députés. 6. Il y a encore 6 députés parce qu'on venait de sortir de longs périples de Mono. Mais aujourd'hui, si nous allons aux élections sur des bases saines, transparentes, équitables, tout ça, moi je parie le PCT ne pourra pas excéder non plus 4 députés. Ça, je ne crois pas. Alors voilà pourquoi, sinon le PCT va disparaître de la scène.
politique de notre pays. Alors, ils essaient de défendre, c'est défendre leur morceau. Oui. Mais ils n'ont pas à défendre comme ça parce que sinon, alors c'est le peuple qui réglera le problème de petité. Refonder l'opposition congolaise, ce serait sur quelle base aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre dehors toutes les brebis galeuses ou bien se dire que ces hommes se sont peut-être trompés, il faut le reprendre dans la basse-cour ou dans la ferme pour continuer ensemble le combat? Mais ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit, qui s'est trompé ou pas. Je veux que chacun puisse faire l'examen de sa conscience pour dire « Ah non, j'ai mal joué le jeu. J'ai mal joué le jeu, mais le vrai jeu, voilà la direction. » Et nous pensons que nous sommes aujourd'hui à la base de ça, en tant qu'opposition réelle. C'est nous qui sommes restés sur les principes. Si les gens respectent ces principes, ils disent oui, nous nous sommes égarés, ces principes, on doit les défendre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas au combat. Mais il faut le venir de façon certaine, de façon sûre, et non pour venir amuser la galerie, comme on le fait. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Denis Sassou Nguesso, il crée des petites associations d'opposition, des trucs comme ça, là, des regroupements d'opposition, à qui on a donné l'argent avec des missions de aller bloquer l'opposition réelle. Alors ça, nous veillerons à ce que ça ne se produise plus. Vous parlez d'initiation Nguesso, avant qu'on ne passe au volet social, Mathias Ledon, je vais d'abord évoquer vous-même. Certains, vous le disiez, vous accusent d'avoir des acquaintances avec l'initiation Nguesso, en disant que voilà, Mathias Ledon, il vient parler, il ne veut rien, mais en fait, c'est lui, il veut pas aller aux élections, c'est parce qu'il joue le jeu de l'initiation Nguesso. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Et c'est que défendre les positions de principe, c'est jouer le jeu de quelqu'un à qui on s'oppose. Ça, j'appelle ça le ridicule qui ne tue pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de prétention. Vous pouvez voir, demander aux Congolais, faites une enquête de vous-même. Si on demande à tous les Congolais, quel est le vrai opposant dans votre pays? Je ne pense pas qu'il y ait deux noms. Donc, ce n'est pas la peine de... Moi, je ne fais même pas cas de cela. Les gens font ça. Et souvent, c'est le PCT qui diffuse tout ça. Pour dire, voilà, pour salir. Or, il ne va pas aux élections parce qu'il fait le jeu de civilisation. Mais je ne peux pas me plonger dans l'illégalité, simplement parce que j'ai peur de faire le jeu de civilisation. Je prends des positions de principe, je les défends avec mes amis. Hein. Ce sont des positions de principe, personne ne fera changer de la position parce qu'on joue le jeu de civilisation. Non, pas du tout. On va faire l'illégalité pour ça. Si aujourd'hui on vous dit, il faut tuer cet homme-là pour ne pas être en désaccord avec, vous allez partir tuer la personne? Non, on ne peut pas faire ça. Ça, jamais. Jamais, c'est une chose. Alors, j'ai entre vous-même, en fait, des propositions pour le retirement du Congo. Je vais évoquer avec vous le volet social. Dans la troisième partie de ce livre-programme, en fait, vous évoquez tout ce qui est lié au pouvoir d'achat. Vous l'avez dit tout à l'heure, en l'entrée du jeu, que le Congo va mal socialement, les licenciements et le tissu économique et social qui est en train de se dilater. Alors, quelle est finalement, vous, aujourd'hui, la vision qui est la vôtre? On ne va pas revenir au constat que vous l'avez fait, on ne reviendra pas sur les détails. Quelle est la vision qui est la vôtre aujourd'hui sur le plan social? Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité, et vous la voyez, que les finances sont quasiment sèches, les caisses sont vides, en dehors des dilapidations, mais concrètement, le pétrole ne se vend plus, puisque nous avons pu se produire à l'export. Comment est-ce que vous envisagez ce Congo aujourd'hui, si demain, vous êtes en responsabilité avec le contexte économique actuel, notamment le volet social? Voilà, le volet social, c'est très simple, les deux sont liés. Vous voyez? J'entends certains chefs d'État africains parler de l'émergence. Tel pays est émergent. Nous avons l'émergence. Nous sommes émergents en 2025. Écoutez, c'est dans 9 ans. Un pays à ce niveau peut être émergent. C'est parce que les gens sont quasiment analphabètes. Ils ne savent même pas ce que serait l'émergence. L'un des premiers critères de l'émergence, c'est d'abord l'émergence d'une classe moyenne. Mais elle émerge de quoi? Du développement économique et l'enrichissement de l'État. L'économie se développe, il y a les créations d'emplois et les gens ont des revenus rémunérateurs. Mais si vous n'arrivez pas à consommer, imaginez que nous produisons, je ne sais pas quoi, quel produit, que les Congolais ne peuvent pas acheter. Qu'est-ce qui se passe? On peut avoir l'émergence là-dessus. Vous allez dans notre pays, vous trouvez des ménages où on va chercher à acheter on va au marché, l'épouse va au marché avec 500 francs CFA. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec 500 francs CFA aujourd'hui? Ce n'est pas sérieux du tout. Donc, la première chose, c'est qui nous a raté, nous n'avons pas fait une bonne utilisation des ressources pétrolières que nous avons engagées. La bonne utilisation était laquelle? Ce n'est pas les dilapidations, ce n'est pas les placements, c'était l'investissement. Voilà la raison pour laquelle, lorsque j'étais encore ministre des Finances, on nous avait proposé dans le cadre du Fonds monétaire
de créer des comptes de stabilisation, des réserves pour les générations futures, j'ai dit non. En tant qu'économiste, je ne pouvais pas accepter ça, c'était absolument ridicule. Mais la meilleure réserve pour les générations futures, c'est de faire le bon investissement. Si vous construisez les unes aujourd'hui, vous créez des emplois, vous avez mis en place des infrastructures, mais vous avez réservé de l'argent pour les générations futures. Mais vous gardez l'argent dans les comptes pour les générations futures, il y a ce qu'on appelle l'usure monétaire. 1 franc que vous avez aujourd'hui, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera 50 centimes. Donc vous avez perdu. Étant donné l'état des marchés, vous avez perdu. Regardez aujourd'hui sur les bourses, beaucoup de gens perdent des capitaux. À quoi ça sert de faire ça? Il vaut mieux investir aujourd'hui. Tout ce qui vient ajouter à la richesse nationale par la valeur ajoutée. Et en ce moment, vous avez bien réservé de l'argent pour les générations futures. Et c'est comme ça, en changeant le modèle économique de notre pays, que nous aurons créé une situation qui viendrait au niveau social, embellir la situation des Congolais. Non seulement par leur traitement, mais aussi par leurs conditions de vie. Pour bien travailler, pour bien vivre, il faut avoir un système sanitaire. Ça n'existe pas dans notre pays. Vous savez que le CHU de Bévon l'appelle. Le bourgeois, vous entrez debout, mais vous sortez les jambes devant. Il y a un minimum de 150 morts au CHU de Bévon par jour. C'est une hécatombe. Regardez la médication d'AVC dans notre pays. On n'a jamais connu ce phénomène dans le temps. Pourquoi aujourd'hui ce phénomène existe? C'est le développement du stress, la faim. Les gens mangent n'importe quoi, le régime alimentaire, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens de vivre. Vous avez 10 enfants, vous êtes chômeur. À la fin du mois, vous avez 5 000 francs de ça que quelqu'un vous a donné. Vous avez 10 enfants, comment vous allez nourrir? Il n'y a plus d'école, les écoles sont privées. Ces enfants doivent aller à l'école. Et chaque école, ce n'est pas moins de 30 000 francs CFA lorsque c'est l'école primaire. Comment voulez-vous payer 30 000 francs CFA par enfant quand vous en avez 10? Et c'est la situation des communes. Il y a même des hauts cadres qui sont incapables aujourd'hui de payer la scolarité des enfants parce que les revenus ne coïncident pas avec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'école est détruite, l'enseignement est détruit. Alors que l'économie est détruite, il n'y a plus rien à faire pour les Congolais. Qu'est-ce qu'on va leur demander? Ça veut dire que la politique qui a été menée dans notre pays pendant toutes ces années est très mauvaise. Et pour qu'elle marche, il faut changer de politique. Il n'y a pas une autre solution que de changer de politique. Or, changer de politique, ce n'est pas aller faire des coups d'État, ce n'est pas faire le terrorisme comme Boko Haram et tout ça. Changer de politique, c'est de mettre en place un système électoral qui soit un système juste et que le peuple juge lui-même par les propositions des acteurs politiques, que là, nous pouvons trouver une voie de sortie. Et c'est ce que nous nous proposons. Vous voyez, si on avait respecté ça, des documents étaient faits pour les élections qui, dans le premier tour, devaient intervenir le 10 juillet dernier. C'était fait pour ça, pour dire aux Congolais, voilà, ce que je propose pour vous, pour les 7 prochaines années. Mais malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu. Ça y est, un stock là dans mon garage. Est-ce que vous n'avez pas privé les Congolais de quelque chose, en fait, en participant pas, puisqu'ici, vous avez des propositions, des choses concrètes par rapport à ce qui s'est déjà fait jusqu'à maintenant? Oui, mais je n'ai pas privé. C'est pour ça que je me bats. Pour que ça soit toujours à l'ordre du jour. Je me bats qu'on ait l'alternance. Et en ce moment, les Congolais bénéficieront de ma contribution. En tout cas, j'espère que les choses aboutiront, que nous en arriverons là. Et c'est pour ça que je lance toujours un appel à aux Congolais. Nous n'avons pas d'armes. Les Sassou Nguesso ont envahi le pays de mercenaires, de miliciens. Alors, il faut lui opposer une mobilisation générale forte. Comme ça, il ne pourra pas écraser tout le peuple congolais. Quand le peuple se mettra debout, il sera obligé de tenir compte. Et si nous sommes debout, il tiendra quand il dira, bon, venez, on va aller au dialogue. Il faut que le dialogue se passe dans les bonnes conditions et sous l'égide de la communauté internationale. Pas n'importe quelle communauté internationale, parce que je vois les gens qui vadrouillent ici et là, et regardez ce qui se passe en RDC en face de nous. L'opposition est en train de recruter Idem Kojo. Ce n'est pas ce genre de type que nous avons besoin. Nous avons besoin de gens sérieux qu'on nous envoie et nous allons discuter sérieusement et on trouvera des solutions à la situation de notre pays. Alors, trouver des solutions à la situation de notre pays, vous l'avez dit, aujourd'hui, la communauté internationale doit s'impliquer. Alors, quand on parle de communauté internationale, souvent le regard est tourné vers Paris. Aujourd'hui, quel peut être le rôle de Paris dans la résolution de cette crise ou peut-être aussi dans l'aboutissement de ce dialogue, puisque Brazzaville traîne les pas? Oh, vous savez, la communauté internationale est très complexe, est très difficile. La première chose, c'est d'abord les conseils. Se demander, ils le font, hein, ils l'ont fait. Les Créasassou, ils ont envoyé des missionnaires pour leur dire, il faut aller au dialogue. Avec les autres, trouver une solution. Mais avec la vraie opposition,
Ce n'est pas aller faire quelques bricoles comme à Sibiti, ou Doulizi, et dire que nous avons été au dialogue. Non. Ou les consultations présidentielles vous dire que non, nous avons parlé. Non, ce n'est pas ça. Mais un vrai dialogue où on discute des vraies choses et on pose en place des vraies solutions. Ça, ils ont fait. La communauté internationale essaie d'inciter et tout ça. La communauté internationale doit envisager également de sanctionner tous ceux qui maltraitent leur peuple. Parce que ça, au moins, c'est prévu. Hein, dans les documents, dans les décisions de l'Union africaine, des Nations unies, le respect des droits humains est une condition sine qua non. Or, priver quelqu'un de manger, priver quelqu'un de se soigner, priver quelqu'un de s'instruire, c'est un piétinement des droits humains. Alors, dans la communauté internationale, il y a une série de sanctions qui sont prévues. Il y a une série d'attitudes qui sont prévues et qui permettent de faire mettre en respect ceux qui sont prêts à bafouer les droits de leur peuple. Alors nous pensons que les Nations Unies réfléchissent à cela sérieusement pour que là où il n'y a pas de dialogue politique interne et qu'au plan international il n'y ait pas de dialogue politique également. Au niveau international, notamment les chancelleries européennes, même américaines, on n'a pas reconnu le pouvoir de Brazzaville aujourd'hui. Est-ce que vous pensez pour vous c'est une bonne chose pour arriver en fait à cette sortie de crise? Mais c'est bien, comment voulez-vous reconnaître un pouvoir illégal? Moi j'approuve cette attitude. Mais ils y sont. Ça veut dire que légalement on ne reconnaît pas, mais de fait ils sont là. On peut discuter donc de la situation du pays pour trouver une solution de sortie de crise. C'est une position tout à fait judicieuse à mon avis. Je ne la critique pas. Aujourd'hui, la communauté internationale s'en est émue de la crise du Panama-Papers, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors on se disait que le Congo serait épargné. Or finalement, on retrouve là des noms de personnalités du premier rang, du pouvoir de Brazzaville. Qu'auriez-vous fait, Mathias Nzan, devant un tel scandale, si vous étiez en responsabilité? Mais écoutez, aujourd'hui on parle d'une soixantaine de noms de Congolais là-bas. Mais c'est énorme. Comment ils ont fait? Mais le Congo, c'est le pays de l'impunité. L'impunité. On a cultivé l'impunité et on l'a, comment on appelle ça? On l'a érigé en règle de gouvernement. Je vous donne un exemple. On va fouiller le domicile d'un ministre, on trouve en espèce 2 milliards de francs CFA. Où est-ce qu'il a eu ça? Il n'a pas été sanctionné. On va dans une villa d'un ministre à l'extérieur, on trouve 5 milliards de francs CFA. 8 millions d'euros. Aucune sanction. Non seulement il n'y a pas de sanction, mais il est promu ministre d'État. Le fils du président lui-même, aujourd'hui, un travailleur d'une entreprise publique, il accorde des bourses d'études à des jeunes Congolais. Où est-ce qu'il trouve l'argent pour accorder des bourses d'études? Où? Aller à Brazzaville, même des plantons construits, des immeubles de 3 à 4 étages. D'où vient cet argent? Donc, dès l'instant où le Congo est devenu un pays de l'impunité, évidemment, ça ne marche pas. Il faut donc absolument refonder l'administration générale, restaurer la règle de la sanction pour combattre l'impunité et ces choses-là ne se répéteront plus jamais. Normalement, on n'aimait pas attendre. Ceux qui ont les noms là-bas aujourd'hui, on devait savoir que ces gens ont été sanctionnés, arrêtés, ils ont été exclus du gouvernement, de telle administration. Mais jusqu'à présent, rien. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la règle du pouvoir. Et généralement, si vous fouillez, il y a essentiellement les gens du clan. Les gens du clan. Bon. Parce que c'est la République du clan. Ce n'est plus la République des Congolais, mais c'est la République du clan. Mathias, quand on parle de Paris, on voit tout de suite la diaspora congolaise qui est ici très active, en amont, en avant sur tout ce qui concerne le Congo, notamment sur le plan politique. Vous connaissez cette diaspora, vous y êtes souvent au cadre familial. Il s'est tenu il y a quelques jours, en fait, le premier congrès des Congolais de l'étranger. Qu'en pensez-vous, Mathias Nzan? Mais quel était l'objectif du congrès des Congolais de l'étranger? Vous voyez, nous avons toujours dit, quand nous étions ici dans le mouvement étudiant, on disait un mouvement étudiant fort devait avoir une liaison avec le pays. On nous le disait souvent. Mais la situation est la même aujourd'hui. La diaspora ne peut pas fonctionner en vase clos en France et croire qu'elle se bat pour le Congo. Il faut qu'elle ait une liaison étroite avec les vrais combattants au pays,
la vraie opposition au pays, et sur la base des mêmes principes, elle gagnerait en plume d'or. Ça, c'est très important. Il faut un congrès de la diaspora des Congolais de l'étranger. Les Congolais de l'intérieur n'ont pas été invités. On aurait pu inviter quand même quelques représentants de la vraie opposition pour venir donner la situation réelle dans le pays. Si vous avez été invité, vous serez venu? Dans les conditions normales, oui, pourquoi pas. Et je n'ai pas été invité. Alors, vous avez suivi aussi l'actualité peut-être de Brazzaville, hein, l'ambassade qui a été victime en fait d'un incendie déjà. Comment est-ce que vous avez perçu ça en fait aujourd'hui? Cette exaspération et parfois des faits de violence physique et même aujourd'hui d'atteinte aux biens publics par rapport ici à la situation du pays, puisque cela dure en lien avec la situation du pays et des réactions qu'on trouve ici parfois exaspérées de la part de la diaspora. Mais c'est simple, c'est le résultat du désespoir. Le désespoir est créé par quoi? Par ce qui se passe au Congo. Les Congolais ont perdu tous les repères à travers la mauvaise politique d'aujourd'hui. Alors le désespoir pousse souvent à certains actes. Le Congo a aujourd'hui besoin de cette diaspora. Pourquoi pas? Ce sont les Congolais, moi j'ai toujours dit, tout Congolais où est-ce qu'il se trouve peut apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice national. Mais partout où il se trouve. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été contre le fait que les Congolais ne votent pas. Ils observent aussi ce qui se passe dans leur pays. Ils ont aussi leur mot à dire dans le choix des dirigeants dans notre pays. C'est très important. Donc par conséquent, tout Congolais, et voyez, les Européens, partout où ils se trouvent, mais ils votent toujours pour leur pays. C'est même en France que j'ai constaté qu'il y avait même des sénateurs qui représentaient les Français de l'étranger. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Mais ça peut se faire que dans un cadre normal, de les institutions démocratiques, hein, mais pas dans ce que nous vivons aujourd'hui là. Nous sommes dans un non-État. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux. Et c'est très grave pour quelqu'un qui a fait 32 ans à la tête de l'État qu'on arrive à un tel constat. Non, écoutez, c'est pas sérieux du tout. Alors il faut refaire aujourd'hui, il y a une nécessité. Ce que je demandais à la diaspora, au lieu de se perdre ici et là, c'est de combattre, faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue. Nous proposons qu'il y ait un vrai dialogue qui décide avec des représentants de la diaspora. On ne les a pas oubliés. Ils viennent à contribuer au développement des idées et à la recherche des solutions pour notre pays. Donc il faut le faire. Il faut le faire, c'est très important. Alors aujourd'hui, cette diaspora exaspérée par rapport à certains actes qu'on peut constater ici et là, vous lui dites qu'elle peut apporter quelque chose. Est-ce que pour vous, durant la transition que vous évoquez par rapport à ce dialogue, quelle pourrait être sa part en fait finalement, en dehors du fait de parler ou d'être présent? Qu'est-ce que spécifiquement par rapport à la situation du pays, qu'elle soit politique ou sociale, serait l'apport de la diaspora? Mais ça, c'est les conditions du dialogue. Tout doit se discuter là. On ne peut pas d'avance dire il va se passer telle chose. Il y a pas. Si quelqu'un fait ça, ce n'est pas responsable du tout. Allons au dialogue, discutons. Nous avons proposé, par exemple, nous proposons que la commission préparatoire du dialogue soit paritaire. Et ça intéresse les Congolais qui sont sur place. Que le présidium soit paritaire, mais avec une présence de la diaspora dedans, la société civile et des personnalités indépendantes. Voilà ce que nous proposons. Et dans le renouvellement du dialogue, les commissions que nous allons constituer pour prendre un certain nombre de décisions, il faut la présence de tout le monde, non seulement des partis politiques, mais la société civile au Congo, des personnalités indépendantes du Congo, des deux bords, mais en même temps les représentants de la diaspora. Il faut qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Et en ce moment-là, personne ne dira que moi je n'ai pas été associé. Nous avons tous discuté et nous avons arrêté ensemble des solutions pour notre pays. On va repartir au Congo Brazzaville, notamment dans le Pôle. Aujourd'hui, c'est une situation préoccupante. On en parle très peu maintenant. On a l'impression que plus rien ne s'y passe. Qu'avez-vous comme information aujourd'hui à donner aux hommes et aux femmes qui vous écoutent par rapport à ce qui se passe dans le Pôle actuellement? Bon, il faut dire que ça fait quand même 2 mois que je suis ici, mais je sais qu'au Pôle, les gens sont face à face. Il y a les miliciens du pouvoir qui sont là, ils sont nombreux, plus de 1200 dans le Pôle. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et en face, il y a Ndoumi qui est retranché dans les montagnes avec aussi quelques partisans. Pourquoi? On ne sait pas.
Parce que la situation de poule, il faut que le pouvoir l'explique. Donc, c'est pas le pouvoir expliquer qu'une Touré s'est réveillé un matin, il est venu attaquer Brazzaville. Pas du tout, pas du l'ordre tout. s'est rétabli. Pas du tout, pas du tout. Ntoumé n'a jamais attaqué Brazzaville. C'est plutôt le pouvoir qui a attaqué Brazzaville à partir de Poul. Tout simplement pour proclamer les résultats des élections. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une situation créée par le pouvoir. Voilà pourquoi nous exigeons que le pouvoir lève l'occupation du Poul, que tous les miliciens, les militaires qui sont dans le Poul puissent se retirer pour gagner leur caserne. Vous verrez qu'ils font ça, Ntoumé ne prendra pas les gens pour venir tirer sur les gens. Pas du tout. Qui se retirent là. Nous proposons même pour le dialogue que tous ceux qui ont été arrêtés, notamment les gens qui sont allés aux élections avec leurs partisans, qui sont à peu près plus de 60 aujourd'hui dans la maison d'arrêt de Brazzaville, qu'on les libère. À la conférence nationale, nous avons supprimé le délit politique. Avoir un point de vue politique différent, ce n'est pas un délit du tout. C'est ma position. Donc il faut accepter la différence. Si nous n'acceptons pas la différence, comment voulez-vous qu'on construise le pays? Le pays, c'est ça, c'est l'équilibre des différences. Chacun donne son point de vue, c'est comme ça qu'on construit l'unité. L'unité n'est rien d'autre que ça. S'il n'y avait pas de différence, on ne parlerait pas d'unité. Puisque tout serait linéaire. Donc, on ne parlerait plus d'unité. Alors, c'est ça le problème. Le pôle, il faut que les gens se retirent. Il faut qu'on libère ceux qui sont les prisonniers politiques. On irait dans un dialogue où tout le monde serait là. Et ils nous ont parlé. Et la situation, le pôle trouvera sa solution. Parce qu'il faut que le pouvoir nous explique qu'est-ce qui se passe dans le pôle. Moi, j'ai proposé une commission d'enquête internationale pour comprendre exactement ce qui se passe dans le pôle. Souvent, on nous dit qu'il n'y a même pas de morts. Si, il y a de nombreux morts. Quand j'ai quitté Brazza, on évaluait déjà à plus de 700 morts dans le pôle. Mais c'est pourquoi? Les paysans qui sont chez eux, qu'on poursuit avec des arbres, qu'on vient brûler les villages, qu'est-ce qu'ils ont fait au pouvoir, ces paysans-là? Ils n'ont rien fait du tout. Ils ne savent même pas ce que c'est que... Il y en a peut-être qui n'ont jamais vu une Ntoumé. Pourquoi on va chasser les gens dans les villages? S'il y a un problème que le pouvoir dise clairement, et jusqu'aujourd'hui, le pouvoir n'a jamais rien dit de clair. Il refuse toute demande, soit à l'intérieur du pays, soit de la communauté internationale pour qu'il y ait une commission d'enquête internationale autonome qui regarde ce qui se passe dans le pays. Enfin, on tirerait les conclusions. Alors, puisqu'il ne veut pas le faire, alors qu'il sorte du pôle, qu'on libère tous les prisonniers, qu'on vienne au dialogue, et là, nous verrons exactement, dans le cours du dialogue, qu'est-ce qu'il y a dans le pôle et quelle solution trouver. Quelle solution trouver? Maintenant, nous on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous demander un moment plus solennel. Le 15 août, dans quelques jours, le Congo va fêter son 56e anniversaire d'indépendance. Qu'auriez-vous à dire aux Congolais aujourd'hui, dans la situation actuelle, et aussi par rapport à cette fête de l'indépendance? Vous avez donc votre caméra qui est là. Je pense que pour nous, Congolais, on n'a jamais passé un 15 août aussi malheureux que celui-ci. Pourquoi malheureux? Parce que légalement, on n'a pas d'institution. Légalement, le pays n'est pas dirigé et légitimement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est malheureux. Mais, je pense que ça doit constituer un point d'espoir. De dire oui, la situation est celle-là, mais qu'avons-nous fait pour la régler? Donc, nous avons l'espoir qu'on retrouvera une meilleure fête à l'avenir. Mais celle-ci nous permettra de nous interroger, de nous poser des questions pour l'avenir. Que les Congolais ne perdent pas l'espoir, qu'ils se mobilisent, qu'ils soient toujours, regardent toujours devant eux pour dire il nous faut une meilleure politique. Et cette meilleure politique passe exactement par ce que nous proposons. C'est-à-dire le dialogue qui conduit à une refondation de la gouvernance électorale, à une alternance démocratique dans notre pays pour que les Congolais aient enfin la liberté de choisir leurs dirigeants. Et ça, c'est la promesse qu'on fait pour l'avenir. Il faut que l'avenir, cette promesse s'accomplisse dans l'avenir. Merci, Mathias Nzong. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien spécial avec le président de l'UPRN, M. Mathias Nzong, aujourd'hui une figure de l'opposition congolaise. L'entretien s'est déroulé ici à Paris ou dans le séjour. Merci à toute cette équipe qui a facilité cet entretien. Merci à nos communes pour les images. Merci à vous aussi. De plus en plus nombreux à suivre la TV. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.